Zulu à toi. C'est extraordinairement beau et serein, je trouve, ces mamans, ces enfants. Il y a une beauté, la beauté humaine qui est au milieu, même s'il y a la souffrance, mais c'est l'humanité profonde, je dirais. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de voir quelqu'un que j'ai récupéré mourant, sorti d'hospitalisation en pleine forme. Madame, monsieur, bonsoir. Le prix Nobel de la paix a été attribué à Médecins sans frontières. Stop bombing hospital. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. On a sûrement enlevé quelques grains de souffrance, mais sur des kilos ou des tonnes de souffrance. Donc, Every year for MSF is a challenge. It's the job that we do. Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode d'Alpha Zulu, le podcast de Médecins sans frontières qui donne la parole librement à ceux qui connaissent l'organisation mieux que personne. Aujourd'hui, je suis avec Michel. Il est spécialiste en soins communautaires après avoir été médecin pour MSF sur le terrain pendant de nombreuses années. À MSF, les expatriés enchaînent les missions aux 4 coins du monde. Mais Michel fait partie de ceux qui prennent leur temps parce que pour lui, rien n'est plus important que de comprendre la communauté dans laquelle il travaille. À cheval ou en pirogue, Michel nous emmène du Bénin jusqu'aux villages isolés longeant le fleuve Congo, en passant par le Tchad, accompagné à chaque étape par sa grande sagesse. Bonne écoute! Donc je suis Michel Quéré, donc travaillant pour MSF. Et je suis breton. Ça, j'y tiens à mes origines bretonnes quand même. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment tu as rencontré MSF ? Alors, là, j'ai eu la chance parce que, en fait, j'étais dans une très longue mission au Nord Bénin, dans le cadre d'un hôpital Saint-Jean-de-Dieu, un extraordinaire hôpital. Et puis, grâce à des amis suisses d'Éléments, on avait créé une ONG pour aider la population dans différents domaines et pour aider aussi l'hôpital. Et l'équipe nationale béninoise était autonome. Et donc, j'ai vu qu'il était temps de partir, bien que j'étais très attaché à cette région-là, où j'étais avec ma famille. Et donc, j'ai fait des recherches et j'ai dit, pourquoi pas MSF, que je ne connaissais pas bien à l'époque. Et j'ai dit, allez, je vais tenter de postuler chez MSF. Et j'ai eu la chance d'avoir... j'ai reçu un fax pour une proposition d'être responsable de projet, responsable de terrain, au Tchad, au sud du Tchad. Et j'avais accepté. Et je suis allé, c'était pour 1 an. Et c'était tellement bien que je suis resté 3 ans, je crois, comme première mission pour MSF. Ah, c'est génial. Donc, et alors, attends, on doit recommencer du début. Parce que tu me dis que tu étais au Bénin, mais comment on arrive de la Bretagne jusqu'au Bénin ? Là, j'avais quand même, quand j'étais jeune, une idée fixe, partir en Afrique. Ça a toujours été Au début, je voulais être ingénieur agronome. Puis finalement, j'ai changé et je me suis dit, médecin aussi, ça pourrait être très utile en Afrique. Donc, j'ai fait mes études. Et le lendemain que j'ai fini à Brest mes études, j'ai trouvé une mission au Nord Bénin par les frères Saint-Jean-de-Dieu. Et là, j'étais parti pour 1 an et finalement aussi, là, je suis resté 17 ans. Voilà. 17 ans ? Dans un petit village de, 15 000 habitants, au pied des montagnes, dans un paysage extraordinaire, avec la population qui était très, très accueillante. Ouais. Et l'hôpital, un bel hôpital Le Brousse qui rend vraiment service à la population. Ouais. Alors, 17 ans, il faut que tu m'expliques qu'est-ce qu'on fait pendant 17 ans loin de sa famille, comment ça... Je rentrais 1 fois par an. Quoi. Pour Noël. 1 fois par an, ouais. Non, pour l'été. Je donnais un support à la pédiatrie et le reste, je faisais tout ce qui est centre de santé. Et avec l'ONG, on a pu créer des choses très intéressantes. On s'est dit qu'on va faire... C'était plus du développement sur cette durée-là. C'était un peu différent d'MSF. On a fait de l'alphabétisation, du reboisement, parce qu'il y avait un gros problème dans le Sahel des boisements. La santé animale aussi. Et puis l'aide aux vaccinations, aux centres de santé. Et l'ONG, qui est une ONG avec des amis qu'on a créé d'Éléments, qui continue encore. Donc c'est très, très bien. Ok. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu es resté aussi longtemps ? Le souci, quand on fait 1 année, 2 années, 3 années, on s'attache en fait. On apprend la langue, après on s'attache. Et c'était tellement ouvert, c'était tellement enrichissant. Et l'hôpital était vraiment très bien structuré. Il y avait une très bonne ambiance dans l'équipe. Et après, le travail dans la communauté était très enrichissant. Alors, d'année en année, je renouvelais, en fait. Et ça a duré. Je ne me suis pas rendu compte que ça a duré si longtemps que ça. Mais comme je disais, après, quand l'équipe nationale était autonome, et on sent qu'il faut partir quand même pour aller ailleurs. Ouais.
Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu as eu le poste au Tchad avec MSF. Voilà, à travers le fax. Là. Ouais. Ok, tellement. À travers le fax. Et ça, c'était en quelle année 2000. Hein. Ok. Bénin, c'était 83 jusqu'à l'an 2000. Et à partir de l'an 2000, c'était au Tchad. Ok. Et qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui changeait par rapport à ton autre expérience? Quelles ont été tes premières impressions quand tu as commencé avec MSF? La première impression, c'est... Comme j'étais dans une petite ONG avant, avec peu de moyens, avant au Bénin, pour l'ONG, on avait une voiture qu'on a fait 12 ans avec. Arrivé à Koumra, donc dans le sud du Tchad, on voit déjà le parc d'automobile MSF, c'est déjà... on peut faire beaucoup d'activités. Hein. Ensuite, les équipes sont plus grandes, bien entendu. Mais avec le recul maintenant, c'était quand même modeste. Je vois qu'on était une toute petite équipe, on n'était que 2 expatriés. Hein. C'était quoi les projets MSF? Donc c'était un soutien à l'hôpital dans toute sa globalité, tous les services, et 22 centres de santé. Et la réponse aux épidémies, il y avait énormément d'épidémies, rougeole, méningite, etc. Et on était une petite équipe, mais avec du staff national très très performant. Je me suis dit, ça change pas trop du Bénin, où j'étais au village, etc. Mais c'est rare maintenant dans l'émission MSF. C'était magnifique parce qu'on était au sein de la population. Donc, très bien accueillis par les voisins, on faisait toujours des fêtes, etc. Et puis finalement, j'ai pris des poules, des canards, une tortue, etc. Vraiment, au bout de 3 ans, tu avais fini avec tous tes animaux et tout? Ouais, après j'ai donné. Ah, c'est génial. Et tu trouves que ça, du coup, ça a changé à MSF? Maintenant, on est plus comme les expats ensemble Ouais, je pense que la sécurité s'est dégradée et ça a changé beaucoup. Et c'est rare maintenant d'avoir ces genres de missions où on est logé au sein de la communauté. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est très important de prendre le temps de connaître la communauté, ses réalités. Et je vois qu'elle-même, elle nous protégeait. Je suis sûr que s'il y avait eu quelque chose, elle nous aurait prévenus tout de suite. Hein. Et puis je me rappelle aussi, ça m'avait fait énormément plaisir à mon épouse et à moi. On avait eu des jumeaux sur place et 1 an après, on est revenu voir la communauté, les voisins, les amis, pour présenter les jumeaux. Et les jumeaux en Afrique, ça avait énormément de valeur. Et on a fait 5 jours. Pendant 5 jours, on n'a pas eu à préparer. Tous les voisins apportaient à manger le matin, le midi, le soir, en l'honneur des jumeaux. J'ai trouvé ça très touchant, très chouette. Hein. Parce que ta femme, du coup, elle est venue avec toi sur ta première mission MSF? Oui. Tu l'avais rencontrée au Bénin? Au Bénin, oui. Et finalement, avec les 5 enfants. Ouais. 5 enfants, t'as eu? Oui. Ah, je savais pas. Donc 2 au Tchad. Ouais. Ok, donc les jumeaux. Oui, c'est ça. Et la communauté, ils ont donné un nom Sarah à chacun de mes enfants qu'on a gardé. Ah, vraiment? Donc ils ont un deuxième nom. Ouais, voilà. Ah, c'est génial. Ok. Et après, du coup, tu es resté 3 ans ici, et après... C'était MSF qui m'a demandé d'aller après à la coordination à N'Djamena, à la capitale, et j'ai fait 4 ans là. Okay. Donc finalement, j'ai fait 7 ans d'un coup. C'est ça, tu n'as fait que des missions très longues? Très longues, ouais. Je ne suis pas trop pour les courtes missions. Je préfère connaître mieux le milieu. Toi, tu es plus de cette école, de prendre le temps, et ce qui est tout à fait compréhensible. Et est-ce que justement, tu trouves que les gens qui partent seulement pour 3 mois ou 6 mois, ça dessert un petit peu le fait? Ça peut avoir de l'efficacité, hein, bien entendu, ça s'entend tout à fait. Mais on perd un peu sur la connaissance des gens, du milieu, et se créer un réseau plus profond. Hein. Ça va être qu'on a un réseau plus profond dans la durée. Et puis, je trouve qu'effectivement, je vois certains responsables de projets, sur 2 ans, ils en ont 7, 8. Et pour la communauté, c'est pas évident. Et encore plus pour les autorités, qui des fois nous en parlent. Écoutez, ça tourne trop chez vous. Là. Donc ça, j'entends souvent. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu étais vraiment fier de faire le métier que tu fais? Ah, ça, il faut que je réfléchisse un mot. Je pense peut-être qu'à Koumra, encore, je reviens à Koumra, parce dès que je suis arrivé, 1 mois après, il y avait une double épidémie de rougeole et de méningite, mais des milliers de cas, hein, donc c'est énorme. Hein. Et je ne connaissais pas encore bien MSF, et tout de suite, on a eu le support de la capitale et du siège, et là, on a vu la grosse machine MSF se mettre en place. Et ce que je vois, on est quand même fiers de l'efficacité, hein, parce que c'était 2 terribles épidémies en même temps. Et comment on a réduit rapidement la mortalité, c'était moi-même, j'étais impressionnant, parce que je ne connaissais pas. C'était ma première campagne de vaccination. Comment MSF a envoyé les équipes, le matériel, et gérer ça, j'étais
très impressionné par MSF et très fier aussi de l'impact qu'on a pu avoir. Et tu peux raconter justement quels ont été les moyens mis en place par MSF, exactement pour que peut-être déjà moi et puis les gens qui nous écouteront se rendent compte de qu'est-ce qui se passe quand il y a une urgence comme ça. Ouais, donc on est au sud du Tchad, donc on est loin de la capitale, on est à disons 12 heures de voiture, donc on est déjà loin. Donc il faut que la logistique soit en place. Et comme c'était une double épidémie et très très intense, je me rappelle, j'avais visité une fois, on m'avait appelé dans le village, à 15 km de la base, et je vais dans le village et il y avait des centaines d'enfants couchés sous les arbres avec la rougeole très très grave. Donc il fallait faire vite, il y avait une mortalité. Et donc ce qui se passe, c'est que la logistique envoie tout de suite la chaîne du froid pour garder les vaccins. Tout ce qui est aussi matériel, seringues, etc., glaciaires. Et rapidement, le staff est formé pour ça. Et il faut constituer les équipes, faire le programme avec le district, les autorités, faire tout le planning, et puis se mettre d'accord avec les villages, voilà, c'est comment organiser sur chaque site. Mais ça se fait très rapidement, et je trouve, on avait une équipe très expérimentée, donc ils ont organisé ça tellement vite, tellement bien, j'étais vraiment impressionné. C'est beau d'être fier de l'efficacité, quoi, de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est vrai que souvent, on dit en mode nos équipes peuvent être sur place en 48 heures. Et du coup, est-ce que toi, tu confirmes que c'est vrai? On peut vraiment aider les gens dès qu'il y a une épidémie. On peut envoyer des équipes et c'est très rapide. Très rapide. Et même au niveau, ça c'était donc au niveau préventif, c'est le fait de vacciner, de faire une campagne de vaccination le plus vite possible. Et en même temps, on peut répondre assez rapidement à la prise en charge, parce que là, ça nous a fait un afflux de patients de rougeole et de méningite sur l'hôpital, qui est un petit hôpital. Et ça, on a pu réagir en renforçant l'équipe. Et on a reçu tout de suite des médicaments. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois, un soir, c'était au tout des débuts, il y a un semi-remorque qui est arrivé avec tout le village. Ils avaient 20 ou 30 patients avec de la méningite, tous en coma. Et ils sont arrivés avec le semi-remorque, c'était intéressant, devant la pédiatrie. Et ils ont mis les villageois dans les services et très rapidement, l'équipe a pu répondre. Donc c'était un afflux très, très fort de patients. Ils disaient même au village, il ne reste plus que les poulets au village. Tout le monde était malade sinon. Tout le monde était malade. Et là, MSF a su répondre, c'était très bien. Après le Tchad, qu'est-ce que tu as fait? Après donc 7 ans de Tchad, on m'a proposé le Congo, qui est toute une planète, tout un univers, où j'ai appris beaucoup aussi. MSF développait d'énormes programmes réguliers et d'urgence, et des projets extrêmement divers. Il y avait le projet de maladie du sommeil. Les gens présentent des signes neurologiques, et ils s'aggravent, et si on ne les traite pas, ils meurent. Mais donc là, il faut les dépister rapidement. Pour les dépister, il faut faire une ponction lombaire, faire des tests. Et donc on fait des screenings réguliers dans tous les villages, et on les suit, et on les traite. Donc ça, c'était très passionnant. Ouais. Sinon, au Congo, il y avait énormément d'épidémies, là aussi. Le Congo est réputé pour ça. Tout ce qui est rougeole, choléra. Donc, il fallait être prêt. On avait un pool d'urgence très rapide, très efficace. Mais le souci du Congo, c'est les distances et il n'y a pas de route. Donc, il fallait une super logistique, avion, etc., pour intervenir le plus rapidement possible. C'est assez impressionnant tous les moyens de transport utilisés par MSF, surtout quand il y a des urgences. Des fois, on se retrouve même à pied ou avec des ânes ou n'importe quoi. Et au Congo, est-ce que tu as déjà vu des moments où tu as été vraiment impressionné par les moyens de transport ou la logistique qui a été mise en place, vu qu'il y a très peu de routes? Ouais, je me rappelle qu'il y avait une semaine, il y avait 2 urgences épidémiques. Et ils ont rempli 2 full charters en une semaine. 2 gros avions, donc ça a été fort. Et par rapport aussi, ça me revient maintenant, des conditions en RDC. C'était la rougeole au fin fond de la forêt où il y a des marécages. Et le copain est parti et il ne pouvait pas aller ni en voiture, ni en pirogue. Et c'était à pied. C'était toute une équipe. Ils ont transporté les frigos, les vaccins. Ils sont partis combien de temps à pied? 3 semaines dans la jungle, dans les marécages. Ils marchaient dans l'eau jusqu'à la ceinture. Et ils ont vacciné quelques villages très isolés comme ça. Alors. Ils sont partis 3 semaines avec leur chaîne de froid sur la tête pour aller vacciner. Et les porteurs me disaient qu'ils avaient des arcs et des flèches, ils tuaient les singes pour manger la viande des singes. Mais lui, il avait prévu des corned beef et des boîtes. 3 semaines, ça fait quand même beaucoup de... Ça, c'est rare, ce genre de mission. Là, c'est vraiment rare. C'est un peu exceptionnel. C'est impressionnant. Mais ils ont été efficaces. Ils ont pu vacciner quelques milliers de gens de la rougeole. Génial. Et puis après le Congo? J'ai eu la chance de venir au siège. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer très brièvement ce que tu fais au siège? J'ai été d'abord pendant 8 ans référent médical de cellules. C'est
Pour expliquer, le siège est divisé en différentes cellules, chacune avec un certain nombre de pays et de projets. Et une équipe gère donc la cellule, dont un médical qui est le référent. Donc j'ai fait ça pendant quelques années pour le Tchad, ça tombait bien, le Congo et le Niger et la Centrafrique. Maintenant, depuis 2 ans, je suis passé sur un volet que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est santé communautaire. Ça, c'est génial, finalement, tu es retourné Ouais, voilà. dans la santé communautaire. Ouais. Je prends le temps d'essayer de mieux comprendre et de voir avec les équipes. Et puis, je fais beaucoup de visites terrain en ayant plus de temps pour réfléchir avec les équipes, comment on peut développer avec la communauté, comment responsabiliser la communauté. Il nous faut développer plus la capacité de la communauté de se prendre en charge au niveau communautaire. On le fait de plus en plus maintenant, vu les circonstances et le contexte qui se dégradent souvent au niveau sécuritaire. Ok. Marie-Claude m'a dit qu'elle t'avait rencontré quand tu faisais tes consultations à cheval. En fait, elle a un peu exagéré. J'avais un cheval, effectivement. Mais je ne faisais pas les consultations à cheval, quand même. Ah, ça aurait été génial. J'ai une petite anecdote sur le cheval, quand même. Donc, c'était au Nord Bénin, ça. J'aimais beaucoup aller dans les campements nomades. Et quand tu arrives avec un cheval, tu es encore mieux accepté, c'est plus naturel. Et puis, tu restes là, sous le baobab, tu discutes sur la natte, puis tu repars en cheval et tu repars. J'avais trouvé un beau cheval du type indien, à la fois avec des taches blanches, tout rouge, un blond, une belle queue. Ils dansaient en plus, ils sont dressés pour danser dans la région. Donc j'étais très fier de ce cheval. Et j'ai dit, je vais le monter tout de suite pour voir. Et donc je grimpe dessus, et il se soulève à la verticale. Et donc je fais le fier, je tiens bien le harnais. Pas de chance, comme c'était traditionnel et un peu vieux, ça s'est cassé tout de suite. Et donc j'ai chuté, ça fait comme le toboggan. Et bien sûr, tous les enfants de la pédiatrie étaient à regarder ça, et ils se sont moqués longtemps de moi. Bon, le ridicule ne tue pas. Mais... Non, ça c'est sûr. J'imagine qu'au moins tu leur as tous redonné le sourire. Même oui, ils ont rigolé. Ils ont oublié. Les mamans aussi. Ils ont dit, c'est qui l'homme blanc là qui ne sait pas monter un cheval? Ouais, là j'ai eu chaud quand même. C'est rigolo. Est-ce que tu fais encore les missions Explo? Oui. Ça, c'est toujours une chance avec MSF. Hein. Et déjà, est-ce que tu peux raconter qu'est-ce que c'est une mission Explo, juste pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est? Donc Explo, ça vient de exploratoire, c'est qu'on envoie une équipe, souvent polyvalente, un médical, un logisticien, et on va explorer une région avec l'intention de développer un projet, mais il faut d'abord faire l'évaluation des besoins, soit au niveau logistique, soit au niveau médical. Et donc, on organise une mission. Ensuite, on fait des propositions. Et si c'est validé par les opérations, un projet peut suivre dans la foulée. Donc, c'est ça la mission Explo, qu'on fait assez régulièrement chez MSF. Comment on sait où c'est qu'on va faire une mission Explo? Ça dépend, c'est contextuel selon les différents pays ou les différentes missions. Certaines missions veulent par exemple compléter un projet, avoir un projet en plus. D'autres, c'est parce qu'on a eu des informations comme quoi la situation s'est dégradée pour différentes raisons. Soit une épidémie, soit une famine, soit des situations nutritionnelles ou un pic de cas de palu. Et on va explorer pour voir si on peut intervenir. Est-ce que tu peux me raconter ta meilleure mission Explo? C'était la cellule qui m'avait demandé d'aller dans le Chopo. C'est une grande province très centrale, en plein milieu du Congo, en RDC, dans la forêt vierge. Une mission qu'on a appelée Fleuve Congo. Ça a duré 2 mois, avec un bon copain logisticien, puis du staff national, parce qu'il fallait des guides, et un chirurgien, un super chirurgien de Kinshasa. C'est grand comme la Suisse, l'explo qu'on a fait. On a fait, je crois, 1000 km sur le fleuve. Et il s'agissait d'explorer le système de santé chirurgical, parce que l'idée c'était de faire éventuellement un projet chirurgical, et aussi d'explorer la santé communautaire dans les villages, comment étaient les maladies dans les villages, la prise en charge, l'accès aux soins. Et puis on a loué une pirogue traditionnelle, c'est creusé dans un bois, une longue pirogue traditionnelle, on a mis un moteur 100 chevaux, et puis là on filait pour aller dans les villages un peu partout. Et c'était vraiment... on a découvert des choses, c'était au fin fond du Congo, c'était pas facile quand même. Alors raconte-moi, qu'est-ce qu'on arrive avec la pirogue dans des villages reculés? Oui. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on va rencontrer le chef de village, et puis le chef, s'il y a un poste de santé, on va voir le responsable du centre de santé, on analyse avec lui les problèmes de santé, et on analyse aussi le fonctionnement et les besoins des centres de santé en termes d'équipement, de médicaments. Et c'était vraiment
le niveau d'équipement et de traitement était très très bas. Il y avait des besoins énormes et ils étaient en attente, et la population et les gens, d'avoir un support. Et les hôpitaux aussi étaient en grande souffrance, je dirais, au niveau médicaments, matériel. Beaucoup, c'était du matériel depuis la colonisation des Belges. Les tables opératoires avaient 60 ans. Ils opéraient des fois avec des portables, parce qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de cialytique. Donc, ce n'était pas évident du tout. Toi, dans ces moments-là, tu arrives et tu leur demandes les besoins pour voir comment on peut les aider après si on... Voilà, si quel est on le plus crée un pertinent, projet. mais les besoins sont tellement énormes, il faut un peu prioriser. Et je me rappelle, par exemple, c'était au fin fond, encore le plus éloigné qu'on avait fait. On avait fait 8 heures de pirogue, après 3 heures de moto, et on arrivait le soir, et on s'arrête devant l'hôpital, on nous présente, voilà l'hôpital. Mais on ne voyait pas l'hôpital. Comme c'était la nuit, on a dit, on reviendra le lendemain matin. Mais le lendemain matin, on est revenu, à part une petite case, il n'y avait pas d'hôpital. Et on a compris que l'hôpital avait brûlé, et il ne restait plus rien qu'une case où il faisait tout. La maternité, les opérations, les consultations. Donc les besoins étaient énormes. Et là, c'est vrai que tu te poses des questions. Tu ne peux pas couvrir tous les besoins de construction, de médicaments et d'équipements. Donc c'était assez compliqué après de prioriser les besoins. Et est-ce que des fois tu as déjà été frustré parce que le budget a juste pas permis qu'on mène à bien l'activité ou... Ouais, oui, ça arrive quand même souvent, ça. Et c'est vrai frustrant. Surtout que quand si tu as passé 2 mois pour faire l'analyse d'un projet, tu as discuté avec beaucoup de monde, rencontré beaucoup de monde, et que tu vois les besoins sont énormes, et qu'à la fin on dise non, c'est trop, on a un problème budgétaire, ou on a d'autres priorités opérationnelles, et qu'on laisse tomber, ça c'est frustrant, ça c'est dur. Ouais. Surtout qu'on a vécu, on a eu du vécu dans... C'est ce qui s'est passé avec celle-ci. Là, en particulier, ça s'est passé pour différentes raisons qu'on peut comprendre. On accepte les raisons opérationnelles, on comprend. C'est des raisons de santé publique ou de choix ou de priorité. Mais ce n'est pas évident, sur le moment en tout cas. Est-ce qu'il y a une mission pour toi où vraiment l'impact MSF était incontestable et tu étais vraiment heureux de faire partie de cette mission ? Les urgences, ça c'est clair qu'on a un impact, je dirais, cash, direct, très rapide. Il y a d'autres impacts que je vois. Un projet que j'avais trouvé très, très, très intéressant, c'était un projet long terme, et c'était sur le cas des femmes porteuses de fistules au Tchad. Donc c'est suite à l'accouchement, quand la maman n'a pas pu aller dans un centre de santé, et que finalement, pour parler simplement, il y a des lésions, des déchirures, et irrémédiables. La maman se retrouve après incontinente, gravement incontinente. Et c'est dans les conditions des villages au fin fond du Tchad, où il y a un problème d'eau et d'hygiène. C'est une souffrance énorme pour la jeune maman. Souvent, c'est des très jeunes mamans en plus, voire des adolescentes. Et donc, c'est une grande souffrance pour ces jeunes filles, ces mamans. Et c'est une vie très, très difficile pour elles. Et donc, on a initié ce projet avec les autorités du pays. On avait un village de mamans, et celle pour laquelle la chirurgie avait marché. Le sourire qu'elles avaient, c'était une lumière sur leur visage. Ça, on ne peut pas jamais oublier. Ça change leur vie. Quand on voit vraiment l'énorme souffrance que ça peut être que d'être incontinente tout le temps. Et du coup, ça les aidait beaucoup d'être ensemble et de voilà, pouvoir justement être... Voilà, et puis, on faisait même un appui pour la santé mentale, parce que certaines étaient déprimées dans leur souffrance et tout ça. Il y avait une prise en charge holistique, nutritionnelle aussi, parce qu'il y avait la malnutrition, psychologique et bien sûr... chirurgicale. C'est juste pour montrer un impact dans le long terme. Puis là, une fois que c'est opéré, c'est pour la vie. Donc c'est un impact pour toute la vie. Ça change radicalement la vie des mamans. Et ça, je trouvais ça magnifique. Est-ce qu'elles peuvent avoir un enfant après la chirurgie ? Avec des précautions, oui, après. Oui. Du coup, ça leur change vraiment la vie, quoi, parce que celles qui sont complètement au fond du trou, puis, elles viennent de perdre un enfant. Oui. Souvent, ça arrive chez des mamans qui sont dans les campements nomades, au fin fond de la brousse, ou dans les villages très éloignés. Donc on avait dû faire tout un réseau d'agents communautaires pour donner l'information aux mamans. Mais après, ça s'est su de bouche à oreille, et on avait quand même pas mal de patients. Parce que celles qui souffrent justement de fistules et qui sont dans leur village, est-ce qu'il y a un gros stigmate sur ça ? Est-ce qu'elles en parlent ? Oui, et ce qui est assez dramatique, proportion des cas, elles sont rejetées par le mari. Elles se retrouvent toutes seules. Bon, souvent, elles vont retourner chez leurs parents, mais souvent, c'est dans des milieux très, très pauvres. Donc, il y a cette souffrance, la pauvreté, le rejet, de ne pas avoir d'enfants. Tout ça ensemble, c'est très, très dur pour les mamans. Et donc, ce projet a quand même apporté beaucoup. Est-ce que tu sais s'il est toujours... J'ai eu un ami du Tchad que j'ai croisé dernièrement. Il m'a dit que le chirurgien très compétent a continué. Et je pense qu'il y a des ONG qui aident, parce qu'il faut quand même du matériel. On est très content chez MSF, parce que des fois, j'ai des difficultés chez MSF. On fait des très beaux projets, et quand on part, ça s'écroule. Et là,
apparemment, il y a une continuité de prise en charge sur quelque chose de très compliqué. Et donc ça, c'était rassurant pour eux. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir d'entendre quand ça continue quand même. Justement, tu as un exemple où en fait on est parti et le projet il s'est écroulé et ça déchire le cœur de voir que... Ça arrive malheureusement très souvent. Pour encore prendre l'exemple du Congo, on a eu des projets où il y avait des conflits. On a repris un appui à l'hôpital, centre de santé, la vaccination, etc. On fait ça pendant 5, 6, 7 ans. Après, il y a le cycle de projet. Il ne peut pas rester non plus éternellement. Et là, c'était un hôpital donc, dans l'Ituri, dans une province du Congo. Lors de ma dernière visite, j'ai croisé 2 ans après le directeur de l'hôpital. Et il m'a dit effectivement que malheureusement, ça a chuté énormément dans l'hôpital. Parce qu'ils n'ont pas d'appui pour payer les infirmiers, peu d'appui pour les médicaments. Ils sont obligés de faire payer les patients. Et ça change tout. Dès que vous mettez $10 ou $15 ou $5, là où on avait un hôpital plein avec MSF du type 120, 130, 150 patients, ça chute de 80%. Et donc ça chute très très rapide. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, on avait fait avec ce médecin et son équipe cadre, une activité communautaire, la prise en charge du palu et des diarrhées au niveau village. Les villages avaient choisi des personnes, des hommes et des femmes qu'on avait formés. Ça continue 2 ans après. Et c'est une ONG locale qui continue à les ravitailler en médicaments. Et le village appuie les agents villageois et au moins ils ont l'accès aux soins pour le palu et les diarrhées. Donc c'est pas mal. Mais à l'hôpital, c'est beaucoup plus compliqué, malheureusement. Et ça arrive souvent. Mais c'est comme ça. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un peu le mandat MSF d'être quand même une organisation d'urgence. Il y a des besoins partout. Ouais. Et puis... Il faut qu'on bouge, il faut qu'on aille là où il y a les plus grands besoins. Mais en tant que médecin, ça doit être encore plus frustrant parce qu'on sait que des fois, il y a des toutes petites choses qu'on peut faire et qui pourraient aider grandement la population. Voilà. Et puis on est obligé de partir. Après, il y a d'autres choix aussi, d'autres dilemmes qui ne sont pas du tout évidents, je trouve. C'est vous arrivez dans une situation, par exemple, je prends toujours cet exemple de cet hôpital, et vous ne pouvez pas prendre tout, ce n'est pas possible. Il y a trop, c'est tout l'hôpital, tous les centres de santé, donc vous devez faire le choix de quelques centres de santé. Et même au sein de l'hôpital, ça nous arrive souvent de prendre, par exemple, soit seulement les soins intensifs, soit seulement la pédiatrie. Alors on sait qu'en médecine interne, il y a des drames qui se passent, il n'y a pas de médicaments, il y a plein de maladies chroniques, il y a plein de HIV, il y a plein de TB, une très forte mortalité. Vous êtes là pendant des années et vous n'arrivez pas. Vous faites des choix de prendre une partie de l'hôpital. Et ça, pour les médicaux, c'est très très dur aussi. Mais là aussi, on ne peut pas tout faire et répondre à tous les besoins. Donc, on essaie de briefer au mieux les équipes pour que le choix soit accepté, mais pas du tout facile. Et comment toi, en tant que médecin, tu arrives à prendre du recul par rapport à tes patients ? Bon, maintenant, je fais plus de santé publique et santé communautaire, donc j'ai plus la relation médecin-infirmier, mais je me mets maintenant dans la peau de mes collègues médecins cliniciens. Et donc, c'est vrai que quand tu es proche des malades, tout le temps avec eux, et que dans un service juste à côté, tu ne peux pas apporter un appui, ce n'est pas évident pour les cliniciens purs, qui sont très engagés vis-à-vis de leurs patients. Mais moi, je suis moins clinicien maintenant. Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière qui t'a marqué et que tu veux me raconter ? Bon, c'est sûr que de quitter le Nord Bénin après 17 ans, en étant bien intégré et très attaché à la région et aux communautés, aux personnes, ce n'est pas évident de faire le choix de partir, mais j'ai eu la chance de tomber sur MSF qui t'offre tellement d'expérience et des moyens d'avoir de l'impact et de réaliser des activités avec rapidité, efficacité, que ça fait passer vraiment le moment difficile de quitter un endroit extraordinaire. Mais sinon, difficile cette question. Bon, maintenant tu fais plus de santé communautaire. Ouais. Est-ce qu'il y a l'histoire d'un patient que tu aimerais me raconter ? Peut-être un patient qui est devenu un ami en fait. Et j'ai eu la chance de faire des longues missions, donc on peut développer des amitiés après. Et c'était ma première rencontre. À l'époque, je n'étais pas MSF, donc je pouvais travailler avec une motocross. Et j'étais dans un grand virage, dans un village, et je vois quelque chose qui rampe sur la route. Et donc je freine désespérément, je l'évite de justesse. Et je vois que c'est un handicapé qui souffrait d'infirmité motrice cérébrale, qui était spastique. Il ne pouvait pas se mettre debout, avec tous les membres qui se replient de façon spastique, et qui tentait de traverser la route aussi vite que possible. Et après, je me suis renseigné sur ce patient. Et on avait la chance d'avoir à l'hôpital 2 chirurgiens magnifiques qui savaient soigner beaucoup de cas orthopédiques, etc. On l'a recherché et on a vu qu'on pouvait l'opérer quand même. Et ça a été 2 ans de travail quand même pour l'opérer. Il était sourd-muet en plus. Donc on l'a appelé Dr Kofi, je vous expliquerai après pourquoi.
Et après 1 an, 2 ans d'opération, avec des attelles, des plâtres, des ténotomies, etc., il a commencé à marcher pas trop mal avec des béquilles. Après 1 année sans béquilles, et après il courait partout. C'est génial. Et ce qui a été très sympa, c'est qu'on l'a gardé à l'hôpital, et il avait une mémoire phénoménale. Il était en médecine interne, il était responsable de ramasser les petits bols de chaque patient pour qu'on mette la nourriture dedans. Mais c'était tous des bols chinois, même couleur, mais il se rappelait de chacun. Il ramassait les 50 bols, il mettait la nourriture, il redistribuait. Il ne se trompait jamais. Et comment vous communiquiez ? Par geste, et des fois pour rigoler, parce qu'il animait beaucoup le service, c'était un vrai clown. Je lui prêtais ma blouse et mon stéto, et tout le monde savait qu'il était sourd. Il commence à faire la visite, à ausculter le cœur des patients et à faire des diagnostics pour rigoler. Hein. Ça faisait beaucoup rire les patients. C'est pour ça qu'on l'a appelé Dr Kofi à la fin. Il faisait tout son théâtre dans les services. Bref, un personnage incroyable. J'imagine que quand tu le vois marcher pour la première fois alors que tu l'as évité qu'il était en train de ramper, ça c'est vraiment incroyable quoi, d'arriver à faire... Et après il pouvait faire 20 km. Hein. Il allait dans les fêtes villageoises, nocturnes. Une autre fois, oui, c'était avec lui toujours. Son papa est mort au village. C'était la pleine lune. Il y a des montagnes au nord Bénin, c'est magnifique. Et tout le village était là pour l'enterrement traditionnel du papa, qui était un vieux monsieur. Et ils le mettent sur un brancard. Il y a 2 hommes et ils dansent avec, à minuit, sous la lune, avec les tam-tams. Ils disent « Ah, Michel, on te confie son fils. Le papa te confie son fils. » Ça fait drôle dans l'ambiance de la savane, des tam-tams, etc. C'est ton fils adoptif. Voilà. C'était mon copain, en fait. On était très copains. C'est rigolo. Enfin, c'est improbable de se retrouver, j'imagine, dans ce genre de... Ouais, puis on faisait même des tournées, des fois, en moto, en voiture. Lui était derrière. Il m'accompagnait. Il avait du plaisir à sortir. Il était connu dans toute la région, hein, parce que c'était un personnage, comme il était tellement rigolo. Là, tu as vraiment changé sa vie. Hein. Il était content. Ouais. Il y a beaucoup d'handicapés. Ça joue sur leur personnalité, ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils ont peur. Et lui, il était un peu comme ça au début, mais une fois qu'il s'est mis debout et il est devenu extraverti, oh là là, c'était... Et d'ailleurs, j'ai un autre exemple, ça c'était dans la région de Bukumbe, chez les Ditamari. C'était une région magnifique avec des très belles collines. Tout est verdoyant, c'est vallonné, et c'est là qu'il y a les Tatasomba. Je ne sais pas si vous connaissez les Tatasomba, au nord Bénin. C'est des petits châteaux avec des tourelles, avec une plateforme, et à distance de flèches d'un petit château à l'autre, pour se défendre mutuellement quand les cavaliers Bariba venaient attaquer autrefois. Donc c'est une région très jolie avec des Tatasomba, comme on appelle. On m'a présenté un patient, là aussi, c'est un peu la même histoire, 20 ans, lui aussi paralysé et spastique, hein, et chaque matin, le papa le sortait et on le mettait dans un nœud, assis dedans toute la journée, il le rentrait le soir. Il était aussi très timide, très renfermé, il avait peur de tout. Et on nous l'a apporté. Là, lui, on ne pouvait pas l'opérer, c'était trop grave. Mais on a réussi à trouver une chaise roulante, 3 mois d'effort quand même pour qu'il maîtrise. Et après, il était avec des lunettes soleil, la casquette, et lui aussi, il a changé complètement de personnalité. C'était magnifique à voir. Comment il a pu changer complètement, s'épanouir et être heureux, hein, avec quelque chose de simple, c'était juste une chaise roulante. Ouais, c'est ça finalement, c'est juste des choses simples des fois. Faire renaître quelqu'un alors qu'en fait une chaise roulante, ça coûte pas grand-chose quoi. Ouais. Mais ce qui est triste, c'est que dans mes différents voyages dans différents pays, je vois encore des handicapés comme ça, et juste pour une histoire de, je sais pas, ça coûte rien du tout une chaise. Hein. Ils n'ont pas les moyens, où il n'y a pas d'ONG qui aide dans ces régions-là, et ils marchent à 4 pattes toujours. Ça me fait toujours mal au cœur parce que je me suis occupé beaucoup d'handicapés avant. Parce que ça fait tellement plaisir de voir comment ça peut changer leur vie avec des opérations ou bien une chaise roulante. Ça fait mal au cœur parce qu'on se dit qu'ici, jamais ça se passerait. On ne peut pas imaginer que quelqu'un... On ne peut pas imaginer, non. On ne peut pas imaginer ça ici, non, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu es arrivé sur le terrain et tu t'es dit, ça, j'aurais pas pu imaginer? Mission exploratoire de la Chopo. L'état dans lequel j'ai trouvé les hôpitaux, ça, même moi qui ai fait plusieurs années, c'était plus que choquant, c'était tellement catastrophique qu'on pense que ça ne peut pas exister si grave que ça. Est-ce que tu peux me décrire comment? Donc on est arrivé encore avec la pirogue, on visitait un centre de santé, et puis on voit un centre de santé qui est à l'entrée de la cour, qui est en ruine. Bon. Et on nous montre un autre bâtiment extrêmement simple, hein, en terre et en paille, et on visite, on voit la salle de consultation, la salle de pansement,
Bon, c'était un désastre, mais il y avait les murs au moins, et puis il y avait un toit. Et puis on demande la maternité, elle est où? Comme c'est pour une région à peu près 15 000 habitants, il faut une maternité locale. Et puis on voit l'infirmier gêné, il n'arrive pas à nous montrer dans le bâtiment une pièce où on peut faire les accouchements. Puis finalement, il avoue que c'est dans le bâtiment qu'on venait de voir à l'entrée, qui était en ruine. Il y avait juste quelques murs qui tenaient. Et on est revenu sur ça. Et derrière un mur, il y avait une pièce où il y avait 3 murs déjà qui étaient tombés. Il restait un mur. Ils ont mis juste une petite bâche, une table rouillée, sous la pluie. Il pleut beaucoup au Congo. Et c'est là qu'on faisait les accouchements, 10 à 15 par mois. Là, ça donne pas envie d'accoucher. Non, pas du tout. Là. Donc c'était pour les pauvres femmes. Oh là là. Donc c'est des situations extrêmes, très choquantes. Ouais. J'imagine que le matériel ne suit pas non plus. Non, donc, ça ne suit pas non plus. Non. Si jamais il faut une césarienne ou quelque chose ah non, non, ça, ça c'est impossible. Ah non. Là, ils essayent, quand ça se complique, de louer une pirogue. Mais même le prix de la pirogue, ça dépasse les moyens de 95% de la population. Donc ça, c'est un autre souci. Et après, en pirogue, il faut combien de temps pour être référé pour avoir une césarienne? Il y en a qui sont à 2 heures, d'autres à 6 heures. 6 heures d'un hôpital. Donc même en louant la pirogue, une fois sur 2... Ouais, il y a des complications. Ouais. Sur le fleuve Congo, les distances, c'est pas très peuplé, c'est du type 10-15 habitants au kilomètre carré. Et si vous louez une pirogue à moteur, c'est trop cher. Et donc des fois, c'est une pirogue à pagaie. Et ça met du temps. Ouais. Ah oui, ça met du temps. Et après, l'autre problème, c'est que quand ils arrivent à l'hôpital, ils vont faire payer ce qui dépasse le budget de 95% des familles. Et donc, c'est un autre souci encore. C'est pour ça que c'est extraordinaire ici. On a un accès aux soins quand on compare à certaines situations. Bon, c'est un peu extrême dans ce genre de contexte, mais c'est bien révélateur des conditions de vie des gens. Est-ce que tu as déjà eu envie de quitter MSF ou même de quitter l'Afrique et revenir dans un hôpital ici ou... Bon, d'une part, je serais complètement incompétent, donc c'est déjà réglé. Et puis, je suis trop attaché à cette atmosphère, à cette... En fait, ce qui est étonnant, quand vous allez dans ces hospitalisations, dans ces hôpitaux qui sont sans moyens, qui ne sont pas très propres, qui sont démunis complètement, mais finalement, avec toutes ces mamans, ces enfants, il y a une beauté. Je ne sais pas comment expliquer ça, en fait. Il y a quelque chose qui ressort, parce que peut-être qu'ici, la technologie cache un peu tout le reste. Là-bas, il n'y a pas grand-chose, mais il y a la beauté humaine qui est au milieu. Et d'ailleurs, quand je suis en mission, moi, je fais beaucoup de santé communautaire, mais j'adore aller le soir dans les services, surtout la pédiatrie. Et c'est extraordinairement beau et serein, je trouve, ces mamans, ces enfants. Même s'il y a la souffrance, hein, mais c'est l'humanité profonde, je dirais. Et c'est difficile de dire qu'on va quitter ça. C'est beau, quand même. Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais aux gens d'une vingtaine d'années? Dans notre monde moderne, on va tellement vite, on est tellement pris par des forces centrifuges, je dirais, tous nos médias, nos réseaux, nos technologies, notre mobilité, qu'on perd certains sens plus central, je dirais, et de prendre plus de temps, de saisir l'instant présent, je trouve. Je connais surtout les milieux africains. Il y a l'instant présent qui est très très fort, je trouve. Le temps s'arrête un peu, en fait. Il y a la beauté du temps présent. Et je dirais aux jeunes de ralentir, en fait, et de regarder peut-être encore plus les choses simples, que ce soit un arbre, une savane, une maman avec son enfant, ou je ne sais pas. On est happé par le temps, je trouve. Et grâce à MSF ou grâce à Jura Afrique, l'ONG avec qui j'avais travaillé, et l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, ils m'ont fait connaître cette Afrique profonde qui a un rythme beaucoup plus lent, mais plus majestueux, je dirais. Empreint de dignité aussi, et de beauté, et peut-être de vérité. Hein. Et on a besoin de belles choses pour nourrir son être et rester serein quand même. C'est hyper beau comme conseil. Merci beaucoup, Michel, d'avoir pris le temps. C'est juste pour partager comme ça un petit peu. Ouais. C'est génial. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Alpha Zulu. Si vous avez aimé le podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser beaucoup d'étoiles, de pouces, enfin ce que vous voulez, mais dites-nous si vous l'avez aimé. Si vous voulez écrire un message à l'un de nos invités ou à moi-même, vous pouvez le faire à l'adresse podcast@msf.org. À dans 15 jours.